Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour. Cette séance, Inch'Allah, on va voir la dernière partie des structures algébriques. Il s'agit des espaces vectoriels réels. Donc, les espaces vectoriels réels, ce sont de nouvelles structures. Donc, nous avons déjà vu la structure de groupe, structure d'anneau, structure de corps. Et dans cette leçon, nous parlerons de la structure d'espace vectoriel. Donc, un espace vectoriel, c'est un ensemble muni de lois de composition interne, à l'instar des anneaux et des corps. Mais cette fois-ci, la deuxième loi, c'est pas une loi de composition interne. Donc, c'est une loi de composition externe. Donc, pour cela, donc, on va débuter cette leçon par la définition d'une loi de composition interne. Donc, dans cette leçon, on va voir en premier lieu leur composition interne. Après, on va voir les espaces vectoriels, leur définition, quelques exemples, des propriétés. Et ensuite, on va passer aux règles de calcul dans un espace vectoriel. Et par suite, donc, on passe à un paragraphe qui est très intéressant, c'est le paragraphe des combinaisons linéaires. Donc, ce paragraphe-là, donc, il s'agit d'un paragraphe très intéressant dans cette leçon-là, donc la combinaison linéaire. Il y a des sous-paragraphes dans la combinaison, dans le paragraphe de la combinaison linéaire. On va parler des familles génératrices, on va parler des familles libres, familles liées. On va parler ensuite d'une base d'un espace vectoriel réel. Et on va finir ce paragraphe par la dimension d'un espace vectoriel. Donc, ce paragraphe est l'un des plus intéressants, donc il est le plus intéressant parmi tous les paragraphes. Donc, parce qu'il est bien chargé de nouveaux concepts, de nouvelles terminologies. Pratiquement, c'est le paragraphe le plus intéressant. Et aussi le dernier paragraphe, le paragraphe des sous-espaces vectoriels, qui ressemble un peu au concept de ce groupe qu'on a déjà vu dans la partie des groupes. Donc, on commence par la loi de composition interne. Donc, nous avons déjà vu c'est quoi une loi de composition. Donc, j'ai dit une loi de composition externe. Donc, on a déjà vu les lois de composition interne. Ce sont des applications qui sont définies de l'ensemble E croix E vers l'ensemble E, qui à chaque xy fait correspondre f de xy, donc avec xy, donc c'est un élément de E. Donc, cette fois-ci, donc, la loi de composition externe, donc, donc la différence entre la loi de composition externe et la loi de composition interne, donc c'est cet ensemble-là. Donc, on va prendre un élément de l'ensemble A, un ensemble A qui n'est pas nécessairement égal à l'ensemble E. Donc, l'ensemble A croix E, donc on définit cette application de l'ensemble A croix E vers E, qui à chaque couple alpha X fait correspondre l'élément F de XY, qui est bien un élément de E. Donc, toute application qui est définie de cette façon, elle est appelée loi de composition externe. Donc, on va dire plus sur cette loi de composition interne, qu'elle est définie sur E, donc c'est une composition sur E, et qu'elle a ses coefficients, donc pourquoi coefficients? Donc, parce que la notation, donc, on va faire pour l'image de alpha bêta, c'est alpha fois x, donc c'est comme si on a un coefficient multiplié par x. On en note alpha point x, ou bien on en note alpha x s'il n'y a pas pour alléger un peu la notation. Donc, c'est ça la définition des lois de composition externe. Donc, c'est une application définie dans l'ensemble A croix E. Donc, je répète, c'est une application qui est définie dans l'ensemble A croix E vers l'ensemble E, qui à chaque alpha x peut correspondre alpha x ou bien alpha point x ou bien alpha x. La remarque suivante, donc, on peut bien faire une comparaison entre loi de composition interne et loi de composition externe. Donc, toute loi de composition interne, on peut
peut la voir comme une loi de composition, externe, mais cette fois-ci, ces coefficients, ils sont dans E, donc toute loi de composition interne, c'est une loi de composition externe, à coefficient dans E. Donc on va voir quelques exemples de lois de composition externe. Donc si on prend par exemple le V de l'ensemble des vecteurs des plans, donc c'est le cas, bien l'exemple le plus connu pour vous d'espace vectoriel, c'est cet ensemble-là, l'ensemble des vecteurs du plan et aussi l'ensemble des vecteurs de l'espace. Donc on sait que c'est déjà écrire un nombre fois un vecteur, par exemple si on a un repère OIJ ou bien on a une base de plan IJ, donc on peut exprimer n'importe quel vecteur. Donc si on prend donc un certain repère, donc avec un point E, donc le repère n'est pas nécessairement un repère orthonormé, donc c'est juste le cas qu'on fait dans la majorité des cas. Donc si je prends n'importe quel vecteur U, si je prends n'importe quel vecteur U dans le plan, donc ce vecteur là je peux l'exprimer en fonction de I et J. Donc je peux écrire U égale alpha fois I plus bêta fois J. Donc c'est alpha fois I, donc c'est une loi de composition externe ici. Donc par exemple, si j'écris le vecteur par exemple le vecteur V égale 2 fois le vecteur U, ou bien 2 fois le vecteur U, donc vous savez déjà cette notation de ce type-là. Donc cette composition-là qu'on a ici, c'est un élément. Le 2 elle appartient à R, donc c'est un réel, et le U c'est un vecteur, donc il appartient à l'ensemble des vecteurs. Donc on fait une composition externe d'un réel avec un vecteur. Donc on a bien défini ici une loi de composition externe, donc il est défini de cette façon-là. Il y a un autre exemple, c'est l'ensemble, si on prend l'ensemble f de R vers R, donc l'ensemble des fonctions est défini de R vers R. Si on prend l'application psi qui est définie de R croix cet ensemble des applications, des fonctions, vers lui-même, qui à chaque couple alpha f, avec alpha dans R et f c'est une fonction, on fait correspondre à alpha fois f, donc c'est le produit de alpha fois la fonction f. Donc ce produit on sait déjà le calculer, donc si on a une fonction, on peut calculer 2 fois cette fonction, moins 3 fois cette fonction, donc n'importe quel réel fois cette fonction. Donc ce produit là c'est un produit externe, donc c'est une loi externe, c'est le produit d'un réel par une application. Donc le réel appartient à R et l'application appartient à l'ensemble des applications. Donc la composition ici c'est une composition externe, donc on a bien une loi de composition externe. Donc psi c'est une loi de composition externe définie sur R, donc sur l'ensemble des fonctions de R vers R et les coefficients dans R. Donc il y a un autre exemple, l'exemple si on prend par exemple Rn de x, l'ensemble des polynômes coefficients dans R est de degré inférieur ou égal à n, donc c'est la notation, donc ce petit terme là qu'on écrit ici, donc en bas de Rn, donc il fait allusion à un polynôme dont le degré ne dépasse pas n. Donc cet ensemble-là, donc c'est l'ensemble de tous les polynômes à coefficient dans R et de degré inférieur à n. On le note parfois Pn, donc sans trop abuser de notation. Donc on peut le noter Pn. L'application phi qui est définie de R croix Rn de x vers Rn de x, à chaque alpha p faut correspondre à alpha fois p. Cette loi, c'est une loi de composition externe sur Rn de x et la coefficient dans R. Un autre exemple, donc les exemples que je donne ici sont très intéressants, donc on en aura besoin par la suite dans ce cours, donc rappelez-vous bien de la définition des lois de composition externe, comment on les définit, surtout ici dans les matrices.
Donc pour les matrices, donc si on prend une matrice A, une matrice carrée d'ordre 2, donc la matrice A c'est une matrice carrée d'ordre 2, et alpha c'est un réel, donc on peut définir la matrice alpha A, alpha B, alpha C, alpha D, donc en multipliant tous les coefficients de cette matrice, donc j'ai pris tous les coefficients de la matrice, et je les ai multipliés par le coefficient alpha, donc j'ai trouvé une matrice sous cette forme. Donc cette matrice, donc elle est appelée le produit de la matrice A par le réel alpha, et on la note alpha fois alpha fois. Donc cette application-là définit bien une loi de composition externe sur l'ensemble des matrices, donc qui à chaque alpha A fait correspondre à alpha A, donc elle définit bien une loi de composition externe sur l'ensemble des matrices à coefficient dans R. On passe maintenant au deuxième paragraphe, c'est le paragraphe des espaces vectoriels réels. Donc on s'intéresse dans ce programme de deuxième notion SMAT exclusivement aux espaces vectoriels réels. Donc on va voir ça veut dire quoi un espace vectoriel réel. Donc on commence par la définition d'un espace vectoriel réel. Donc c'est quoi un espace vectoriel réel? Donc si on prend un ensemble E, soit un ensemble mais une loi de composition interne comme notre étoile, il y a une loi de composition externe à coefficient dans R, donc cette loi de composition externe elle est notée point, donc on la note point, donc le point, vous vous rendez compte de ce point-là qu'on utilise. Donc on dit que l'ensemble muni de la loi étoile et de la loi externe, de la loi de composition interne étoile et de la loi de composition externe point, on dit que c'est un espace vectoriel, ou bien un espace vectoriel sur R, ou bien un espace vectoriel réel. Donc si ce mot-ci, donc on a ces cinq conditions. Donc la première condition c'est que E minu de la première loi, la loi interne, c'est un groupe qui est commutatif. Donc faites bien attention à la commutativité. Donc la première condition c'est donc E minu de la loi étoile, c'est un groupe qui est commutatif. Voilà, donc c'est la première condition. La deuxième condition, donc si on prend n'importe quel de réel et n'importe quel élément de x, donc x qui appartient à x, on a alpha plus bêta, donc alpha plus bêta c'est la somme de deux réels. Donc un réel comme coefficient multiplié par un vecteur x, donc le x qui est ici appartient à E, donc E c'est l'espace vectoriel, ces éléments sont appelés des vecteurs, donc on va parler de ça par la suite. Donc si on multiplie un réel par un vecteur, ça donne cette relation-là, donc alpha plus bêta fois x égale alpha x étoile bêta fois x, donc il y a un point x, la troisième condition c'est que pour tout alpha bêta de réel, pour tout vecteur x dans E, on a alpha fois bêta multiplié par x égale à alpha multiplié par bêta fois x. Donc si vous vous rendez bien compte de ces relations, donc elles ressemblent un peu, pas vraiment, mais elles ressemblent un peu à donc pour la première, elles ressemblent un peu, donc la première, donc il ressemble un peu à la distributivité, donc c'est pas vraiment une distributivité, donc j'ai dit que c'est juste une ressemblance avec la distributivité. C'est comme on distribue la somme par rapport à la loi point. Mais attention, donc dans le résultat il y a le étoile, donc c'est pas vraiment une distributivité. Donc si on note la loi étoile une notation additive, donc ça peut faire une grande ressemblance avec la distributivité. Donc pour vous rappeler bien de cette relation, donc elle ressemble à la distributivité. Voilà, donc on passe à la la troisième relation. Donc cette relation-là, elle ressemble un peu à l'associativité. Donc ça ressemble un peu à l'associativité. Donc on a alpha fois bêta le tout point x égale alpha point bêta point x. Donc elle ressemble un peu à l'associativité. Donc c'est juste une ressemblance. Donc faites bien attention à ça. Donc on ne les appelle pas la loi externe ne peut pas dire qu'elle est distributive, qu'elle est associative. Donc ces termes ils sont spéciaux à la loi de composition interne. On passe donc à la quatrième condition. Donc pour la quatrième condition, donc on a pour tout alpha dans R et pour tout couple de vecteurs ou bien d'éléments de E, on a alpha point x étoile y égale alpha point x étoile alpha point y. Donc c'est aussi, elle ressemble aussi à
la distributivité, mais cette fois-ci de la loi point par rapport à la loi étoile. Donc c'est pas une distributivité, c'est juste une ressemblance. Donc quand je dis elle ressemble, donc c'est juste pour vous aider à vous rappeler de cette formule-là. La dernière relation, c'est une relation qui est un peu simple, donc elle semble immédiate, mais elle est nécessaire dans la définition. Donc elle est d'usage courant, donc la clé de démonstration de plusieurs propriétés de l'espace vectoriel. Donc cette relation, c'est que pour tout x dans E, donc on a un instant réel, donc si on fait 1 multiplié par x, donc 1 point x, donc la loi externe, donc ça donne quoi? Ça donne x. Donc cette relation elle est simple, donc simple à mémoriser, simple à comprendre, donc ça pose pas de problème. Donc si on considère le x par exemple c'est un vecteur, donc si j'écris le 1 fois le vecteur u, donc pratiquement vous savez ça c'est le vecteur u, donc 1 fois le vecteur u c'est le vecteur u, donc c'est une relation qui est bien simple. On passe donc à d'autres notations, donc des notations qu'on va utiliser par la suite. Donc ces notations donc elles sont liées à la notation de la loi. Donc on vient de voir la loi étoile, donc la loi étoile ici, donc c'est cette loi là, donc la loi étoile, donc qu'on vient de voir. Donc la loi étoile qu'on a ici, donc cette loi, donc après on va la noter plus. Donc la loi de complétion interne elle va être notée dorénavant par la loi plus. Et tout élément de l'espace vectoriel, donc si on prend l'espace vectoriel, donc tout élément de l'espace vectoriel réel, E est appelé vecteur. Donc on va appeler les éléments x, donc si on prend x appartient à E, donc si x appartient à E, donc x va être appelé vecteur. Donc tout x dans E, donc si je prends x appartient à E, alors ce x elle va être appelé vecteur. Donc c'est un vecteur, donc les éléments de x. Donc par exemple dans l'ensemble des matrices, donc on vient de voir, donc on va par la suite on va parler de ça. Donc si on prend une matrice, l'ensemble des matrices par exemple, ici on montre que c'est un espace vectoriel muni de la loi plus et de la loi externe qu'on vient de définir ici, donc cette loi externe, donc cette loi de complétion externe qu'on a définie ici. Donc cet ensemble de matrices muni de la loi interne plus et de la loi externe point, c'est un espace vectoriel. Donc dans cet espace vectoriel, donc l'ensemble des matrices, ou bien toute matrice, elle va être appelée un vecteur. Donc une matrice est un vecteur. Donc ça peut vous sembler un peu bizarre, mais ce sont des termes, donc vous devez vous habituer à les utiliser dès maintenant. Donc lorsque on a un espace vectoriel, ces éléments, tout élément de cet espace vectoriel est pratiquement un vecteur. Donc même si ça ne ressemble pas à un vecteur, donc comme on a l'habitude de noter le vecteur, mais c'est un vecteur. Donc on va utiliser parfois donc la notation, donc cette notation on va l'utiliser donc parfois donc surtout dans les propriétés, mais dans les exercices on peut ne pas utiliser cette notation. On peut utiliser la notation dans l'exercice. Donc on note les éléments de l'espace vectoriel, elles sont appelés vecteurs. Elles sont notées vecteur x, vecteur e, etc. Donc en utilisant la flèche au-dessus des lettres x et e, etc. Donc on sait que donc le 0, donc puisque on a déjà vu que E muni de la loi plus, donc c'est un groupe qui est commutatif, donc puisque c'est un groupe, donc il a le même élément neutre. Et on sait déjà d'après la leçon précédente que l'élément neutre de la loi plus, on le note, donc c'est une notation, on note cet élément neutre 0. Donc cet élément neutre qui est 0, on le note dans les espaces, donc dans l'espace vectoriel, on va le noter le vecteur nul, le vecteur 0. Le vecteur 0, donc il est appelé le vecteur nul. Donc on utilise parfois cette notation et parfois on réserve une autre notation autre que le vecteur. Donc par exemple dans l'ensemble des matrices on va le noter θ, bien on peut le noter grand pot, bien on peut utiliser n'importe quelle notation que l'exercice nous propose comme notation. Donc le vecteur nul, donc le 0, l'élément neutre de la loi plus,
l'élément neutre de la loi plus, il est appelé le vecteur nul et il est noté vecteur 0. Voilà, donc en utilisant les notations qu'on vient de voir, donc on peut écrire toutes ces propriétés qu'on vient de voir pour la définition de l'espace vectoriel. On peut les utiliser, on peut les réécrire en utilisant la nouvelle notation de étoile c'est la loi plus, et des x, on va les noter des vecteurs. Donc ces relations, ils vont devenir comme ça. Donc la première il n'y a pas de différence entre cette première relation, la première relation, donc c'est un groupe commutatif. Donc c'est juste la loi qui va être changée par plus, donc c'est ça. Donc E minus de la plus, c'est un groupe commutatif. La deuxième relation, c'est que pour tout alpha bêta dans E carré, pour tout alpha bêta dans E carré, et tout x dans E, donc alpha plus bêta fois x égale alpha x étoile bêta. Donc ce qu'on va changer ici dans cette relation, c'est la notation de x, on va noter comme un vecteur. La notation de x ici aussi c'est un vecteur. La notation de x c'est un vecteur, et la notation de étoile va être écrite comme un plus. Donc donc la deuxième relation, il est devenu comme ça, donc c'est sous cette forme. Donc alpha plus bêta point le vecteur x égale alpha point vecteur x plus bêta point vecteur x. La troisième relation, donc on a ici donc la troisième relation, on a alpha, donc pour tout alpha bêta dans un R carré, pour tout x dans E, on a alpha bêta x égale alpha point bêta point x. Donc cette relation, ce qui va changer dans cette relation, c'est juste la notation de vecteur. Donc on a juste écrit donc le x qu'on a un vecteur ici, donc ce sont des vecteurs. La relation 4, donc pour tout alpha dans R, pour tout x y dans E, on a alpha point x étoile y, alpha x étoile alpha point y, donc on va changer ici la notation de l'étoile et de vecteur, elle va devenir sous cette forme. Donc pour tout alpha dans un carré, pour tout x là, alpha point x plus y égale alpha point x plus alpha point y. La dernière relation, donc elle est simple, donc c'est une relation qui est pratiquement évidente. Donc cette notation, donc le a fois le vecteur x égale le vecteur x. Voilà, donc on va voir quelques exemples d'espace vectoriel réel. Donc je reviens juste sur ce terme-là, donc le terme de réel. Donc réel, ça veut dire que c'est un espace vectoriel dont les coefficients ce sont des réels. Donc normalement, donc on peut définir des coefficients dans un corps quelconque, mais ça dépasse le programme de votre programme. Donc pour se restreindre au programme, c'est juste, dans cette leçon, on va se restreindre à des espaces vectoriels réels, c'est-à-dire qui ont des coefficients, donc la décomposition interne, donc c'est les coefficients qu'on utilise pour la décomposition externe, ce sont des réels. Donc si on prend l'ensemble des complexes, donc l'ensemble des nombres complexes, cet ensemble-là, menu des lois plus multiplication, donc nous savons déjà que cet ensemble-là, donc c'est un corps, donc on l'a vu déjà comme un exemple de corps. Donc puisque c'est un corps, donc C menu de loi plus c'est déjà, donc C menu de loi plus c'est déjà un groupe commutatif, donc c'est un groupe commutatif, donc il vérifie bien donc la propriété, la première propriété ici, donc la première propriété, donc il est bien vérifié, donc il n'y a pas de problème dans cette propriété. Donc si on utilise la loi externe, donc c'est quoi la loi externe? C'est juste la multiplication. Donc on va multiplier un complexe par un réel, donc la multiplication d'un vecteur par un réel, donc ce qu'on a noté alpha fois le vecteur u. Donc les vecteurs ici, le vecteur ce sont les complexes, donc ce vecteur ici elle appartient à C, donc dans ce cas, donc dans le premier cas, donc puisque on parle ici d'un espace vectoriel, donc ces éléments ce sont des vecteurs. Donc on vient de voir que les éléments d'un espace vectoriel sont appelés des vecteurs. Donc les vecteurs ici ce sont des complexes. Et les scalaires, les alpha, ce sont appelés des scalaires, ce sont des réels. Pourquoi? Parce que nous avons ici un espace vectoriel réel. Donc c'est un espace vectoriel réel. Donc le alpha il appartient à R.
Donc, c'est quoi la multiplication d'un réel par un complexe? Donc, c'est la multiplication qu'on sait. C'est exactement la multiplication. Donc, la loi multipliée, donc qu'on sait déjà donc pour les complexes et etc. Donc, voilà. Donc, on vient cet exemple. On met l'ensemble. Donc le deuxième exemple, c'est l'ensemble R carré. Donc l'ensemble R carré, il est muni de deux lois de composition, définies de cette façon. Quel que soit x, y appartenant à R carré, quel que soit x', y' appartenant à R carré, on a x, y plus x', y' égale x plus x', y plus y', et la loi externe, il est définie de cette façon. Donc alpha.xy égale alpha x fois alpha fois x, alpha fois y, donc le couple alpha x, alpha y. Donc c'est simple, donc on demande ici de montrer que R carré plus multiplié c'est un espace vectoriel, donc c'est simple à démontrer, donc on va vérifier les 5 relations qu'on vient de voir. Donc je vous laisse donc le soin de faire cet exercice, donc cet exemple comme un exercice. Donc je suis sûr que vous y arriverez sans problème. Donc c'est un exercice qui est simple. On passe donc au paragraphe suivant. Ce sont les règles de calcul dans un espace vectoriel. Donc pour un espace vectoriel, si on considère E muni de loi plus multiplié un espace vectoriel réel, et A et B deux éléments de E, donc la première relation, c'est que tout élément de E est régulier pour la loi plus. Donc ceci provient du fait que E muni de loi plus, c'est un groupe commutatif. Donc puisque c'est un groupe, donc tout élément est admis insymétrique, donc tout élément est symétrisable. S'il est symétrisable, donc il est régulier, donc c'est la première relation, elle est immédiate. La deuxième propriété, donc c'est l'équation ax plus b, elle admet une solution unique dans E. Donc pourquoi? Donc donc on a l'inconnu c'est x. Si on veut trouver x, on doit composer. Donc si on veut trouver ce x, donc on va composer par le symétrique de A. Donc c'est quoi le symétrique de A pour la loi plus? C'est moins A. Donc on va composer par moins A des deux côtés. Donc on va trouver que x égale b plus moins A. Donc plus moins A, donc c'est la somme de B avec le symétrique de A. Donc le symétrique de A c'est moins A. Donc cette somme là, elle est appelée la différence des vecteurs B et A dans cet ordre, et on écrit x égale à B moins A. La troisième propriété, c'est que si on prend un réel alpha quelconque et un vecteur x quelconque, on a alpha.x égale 0, c'est équivalent à dire que alpha égale à 0 ou x égale à 0. Donc un produit d'un réel par un vecteur est nul. Donc ça veut dire que le alpha est nul, ou bien x c'est le vecteur nul. Donc faites bien attention, donc ici je n'ai pas utilisé la notation de vecteur, mais ici le 0 ça veut dire le vecteur 0. Le 0 ici c'est le réel, le 0 ici c'est un réel, et le 0 ici c'est un vecteur, donc x égale le vecteur 0. Donc je n'ai pas utilisé cette notation de vecteur, donc c'est juste pour alléger la propriété, mais faites bien attention de faire bien la distinction entre les zéros qu'on a ici. Donc le 0 qu'on a ici, c'est pas le même qu'on a là. Donc le 0 qu'on a ici, c'est pas le même 0 qu'on a ici. Donc le premier 0 c'est un scalaire, donc c'est un réel, et le deuxième 0 c'est un vecteur, donc il appartient à eux. Donc je reprends que c'est une équivalence entre alpha x égale 0 avec alpha égale 0 ou alpha égale, donc alpha x égale à 0, c'est équivalent à dire que alpha égale à 0 ou x égale le vecteur nul. La quatrième propriété, donc si on prend un alpha quelconque, donc la quatrième propriété, c'est on prend alpha quelconque, x quelconque, un vecteur et un scalaire, donc moins alpha fois x, donc moins alpha c'est un réel, donc si on multiplie moins alpha par x, ça donne alpha multiplié par le vecteur moins x, donc on a bien le droit d'écrire moins x, pourquoi? Donc on sait déjà que x appartient à E, et que E menu de la loi plus c'est un groupe, donc on vient de voir que c'est un groupe. Donc si c'est un groupe, donc il admet un symétrique, le symétrique on note moins x. Donc cette notation moins x, elle est bien justifiée du fait que qu'on a intérêt ici à un groupe, donc tout élément admet un symétrique, le symétrique ici de x c'est moins x. Donc c'est quoi alpha multiplié par moins x? Donc alpha multiplié par moins x égale moins alpha multiplié par x égale alpha multiplié par moins x égale le moins alpha
multiplié par multiplié par alpha fois x. Donc ces relations-là, donc je pense qu'elles ne sont pas difficiles, donc vous pouvez bien les comprendre facilement, mais essayez de les vous rappeler. Mais si vous voulez vous en rappeler bien, donc faites toujours allusion au vecteur que vous savez déjà. Donc le x, donc imaginez-le comme un vecteur, l'alpha comme un réel, donc le produit d'un réel par un vecteur. Donc les signes, on peut jouer des signes à l'intérieur, en ramenant le signe au vecteur, ou bien le ramenant au réel, ou bien l'écrire à l'extérieur de ce produit du réel du vecteur par le réel alpha. La propriété 5, donc la cinquième propriété, donc si on prend un alpha quelconque, c'est un réel, les deux vecteurs x, y, dont E, on a alpha multiplié par la différence des deux vecteurs, donc x moins y, donc c'est aussi, donc le moins y il est justifié, donc on vient de voir pourquoi, donc puisque nous avons affaire à un groupe, donc alpha multiplié par x moins y égale à alpha x moins alpha y, donc ça c'est une propriété, donc il est simple à démontrer, donc vous pouvez le faire, donc je pense que je vais vous donner comme un exercice par la suite de ce cours. La dernière propriété, donc la sixième propriété, donc si on prend alpha et bêta de réels quelconques, x x appartient à E, on a alpha moins bêta fois x égale alpha x moins bêta x, donc cette relation c'est aussi les simples à utiliser, donc si vous faites allusion à des vecteurs réels, donc vous pouvez bien imaginer donc cette relation facilement. Donc voilà, donc ce sont des propriétés qu'on a pour faire des calculs avec des réels et des produits de réels et de vecteurs. Si on a un produit d'un réel par une différence de vecteur, ou bien un produit d'un vecteur par une différence de réel, donc on peut faire comme une distributivité, donc ça ressemble à une distributivité ou bien à un développement qu'on fait déjà dans l'ensemble R avec les lois de multiplication et S. Voilà, donc cette propriété elle est donnée à titre d'exercice, donc essayez de faire ces démonstrations en utilisant les définitions de l'espace vectoriel. On passe à l'exemple 4. Donc on a affaire ici à l'ensemble R carré. Donc l'ensemble R carré c'est l'ensemble des couples x, y tels que x est un réel, y est un réel. Cet ensemble-là, on va le munir d'une loi somme et d'une loi externe point. La loi somme est définie de cette façon, donc x plus y plus le couple x prime y prime égale x plus x prime y plus y prime, donc on définit comme ça la loi somme. La loi de composition externe, on la définit de cette façon, quel que soit lambda dans R, lambda point le couple x y égale 0, lambda fois x, lambda fois y, pardon, lambda fois y. Donc la question ici, est-ce que R carré nu de loi plus multiplié est-il un espace vectoriel? Donc c'est un exemple qui est simple, donc je vous laisse un peu le temps de réfléchir à faire cet exemple-là. Donc en général, ces questions qui sont posées de cette façon-là, donc est-il, donc lorsqu'on dit que cet ensemble-là est-il un espace vectoriel, est-il un groupe, est-il, donc est-il, ça veut dire que la question dans la majorité des cas c'est non. La réponse est négative. Donc cet espace, dans la majorité des cas, donc cette question, la réponse est non. Donc R carré plus multiplié, ça ne peut pas être un espace vectoriel. Vous pouvez bien vous assurer de ça, donc je vous laisse le soin de voir quel problème y a-t-il dans cet espace vectoriel. Donc je vous fais juste allusion que pour ne pas aller trop loin, donc c'est que la propriété qui ne peut pas être pour dire que ce n'est pas un espace vectoriel, donc c'est que il ne va pas vérifier la propriété 3. Donc,
on a ici une implication. Donc, si E est un espace vectoriel, alors, il vérifie toutes ses propriétés. Donc, si une propriété n'est pas vérifiée, là, alors l'espace n'est pas, alors l'ensemble n'est pas un espace vectoriel. Donc, on a ici une application, c'est comme si on utilisait une contraposée. Donc, on a E, un espace vectoriel, E plus multiplié, point, c'est un espace vectoriel, réel. Ça implique qu'on a les propriétés. Donc, on a la propriété 1, donc ça implique la propriété, par exemple, implique 3. Donc, si je montre dans un espace vectoriel que 3 n'est pas vérifié, donc c'est pas un espace vectoriel. Donc, pourquoi? Parce qu'on a cette implication, donc par contraposée, donc vous allez utiliser la contraposée de 3. Donc, essayez de trouver un exemple en utilisant la contraposée de 3. La contraposée de la relation 3 précédente. Okay. Voilà, donc pensez à cet exemple. Donc, je vous laisse un peu de temps pour le trouver, sinon je vais vous donner la réponse. Donc je vous conseille de faire arrêter la vidéo ici et de penser quelques moments à trouver à répondre à cette question. Voilà, donc je reprends. Donc l'exemple, c'est pas un espace vectoriel. Pourquoi? Parce qu'on a, on a 1 multiplié par 2. Donc si je prends par exemple 1, donc 1 multiplié par 2, 0. Donc vous vous rendez compte ici que ces deux-là, ni 1 est nul, ni le couple 2, 0 est nul. Donc un couple est nul, ces deux composantes sont nulles. Donc le couple nul, c'est donc le 0 de R carré, le vecteur nul. Donc si c'est vraiment un espace vectoriel. Donc puisque la somme est définie de cette façon, donc l'élément neutre de cette relation, on l'a déjà vu, c'est le couple 0, 0. Donc le vecteur nul, c'est ça, le vecteur nul, c'est le couple 0, 0. Donc ce couple-là, il n'est pas nul. Donc celui-là, il est différent de 0. Même chose ici. Le 1, c'est un réel qui n'est pas nul. Différent de 0. Mais différent de 0. Mais si on calcule ce produit en utilisant cette loi de composition externe définie ici, donc ça donne quoi? Ça donne 0 ici. Et le deuxième, c'est quoi? Donc c'est lambda fois y, donc c'est 1 fois 0. Donc c'est 1 fois 0. Et ça donne quoi? Ça donne le couple 0, 0. Donc on a trouvé un produit nul sans que ni le vecteur nul est nul, ni le scalaire est nul. Donc c'est pas possible pour un espace vectoriel, ça c'est faux. Ça ne peut pas être vrai. Donc pourquoi? D'après la propriété précédente qu'on vient de voir ici, c'est d'après cette propriété-là, donc la propriété 3. Donc cette propriété-là n'est pas vérifiée, donc par contre opposé, donc 3 n'est pas vérifié, donc implique que celui-ci n'est pas un espace vectoriel. D'où on a donc la réponse à cette question, c'est que R carré modulo plus multiplié, c'est pas un espace vectoriel. Voilà, donc on passe à l'exemple 5. Donc dans l'exemple 5, on a la matrice A égale 2, moins 2, 0, 0, 1. Donc c'est cette matrice. Donc la question nous demande de vérifier que A carré est A carré plus A moins 2 fois I2 égale grand O. Donc grand O, c'est quoi grand O? Donc je viens de parler dans un moment de ce grand O. Donc le grand O, c'est la matrice carré d'ordre 2 qui est nulle. Ça veut dire que cette matrice, elle a tous ses coefficients, tous ses composantes nulles. Donc 0, 0, 0. Donc c'est ça la matrice, c'est la matrice qu'on a notée ici grand O. Donc c'est la matrice nulle. Donc on nous demande de calculer A carré plus A moins 2I, et on nous demande de montrer que ce résultat, ça donne bien la matrice nulle. Donc c'est un calcul qui est simple, donc essayez de le faire, donc vous y arriverez sans problème. Donc essayez de calculer A carré, donc le A carré c'est quoi? C'est le produit de A fois A. Et vous allez ajouter à ce A carré, vous allez ajouter deux fois la matrice A, et après vous allez retrancher deux fois la matrice, donc vous allez ajouter A, et après vous allez retrancher deux fois la matrice I.
I2. Donc la matrice I2, c'est la matrice identitaire. Donc c'est la matrice élément neutre pour la deuxième loi. Donc c'est la matrice qui est dans les diagonales des 1 et des 0 ailleurs. Donc cette matrice, donc voilà, vous avez bien l'habitude de l'utiliser. Donc voilà, on l'a vu dans la leçon précédente. Donc vous allez montrer qu'on a A carré plus A moins 2I égale la matrice B. La deuxième question, on nous demande de résoudre dans R l'équation. Donc x fois la matrice A égale 2x moins 1 multiplié par la matrice A plus I multiplié par la matrice A moins 2I. Donc faites bien attention ici. Donc on a des multiplications. Donc on a des multiplications. Donc cette multiplication là, donc regardez ici, donc je mets un point, donc ce point là, donc c'est le produit d'une matrice par un réel. Donc j'ai multiplié la matrice par un réel. Ici aussi c'est un produit d'une matrice par la réelle. Donc déjà A plus I c'est la somme de deux matrices, donc c'est une matrice. A moins 2I c'est la différence de deux matrices, c'est une matrice. Et le produit d'une matrice par une matrice, c'est une matrice. Donc tout ça, c'est une matrice. Donc ça, c'est une matrice. Donc elle appartient à M2 de R. Donc ça appartient à l'ensemble des matrices d'ordre 2, carré d'ordre 2 dans R. Et le produit que j'ai ici, donc ce produit-là, donc c'est un produit, c'est là qu'intervient la loi externe. Donc c'est le produit d'un réel, donc je multiplie le 2x moins 1, je le multiplie par cette matrice, donc j'ai multiplié la matrice par le réel 2x moins 1. Donc je pense que c'est bien clair ces écritures-là, donc ça peut, c'est possible que vous ne ferez pas bien attention à cela, mais il faut bien faire la différence entre produit de matrice et produit d'un scalaire, le produit d'une matrice par un scalaire ou bien par un réel. Donc le produit ici c'est un produit de matrice et le produit ici c'est un produit externe. Donc ce produit c'est un produit interne, donc produit de deux matrices. Donc on a déjà vu comment faire pour faire le produit de deux matrices, mais le deuxième c'est un produit externe. Donc je préférais bien parler de ceci, donc parce que les élèves en général ils ont tendance à faire une confusion et à faire des erreurs de calcul, donc en utilisant, en confondant ces deux produits-là. Donc, pour calculer, donc nous, ce qu'on sait, c'est le produit, ce qu'on sait faire, c'est le produit de deux matrices. Donc, je peux calculer le produit de matrice. Et ce que je sais aussi faire, c'est le produit d'un réel, d'une matrice par un réel. Donc, si j'ai une matrice, si je veux faire le produit de cette matrice par un réel, donc je multiplie tous les coefficients de la matrice par ce réel-là. Donc, on vient de voir cette loi externe juste avant. Donc, cette relation, donc dans cette question, on a une équation. Donc, une équation, on nous demande de la résoudre dans R. Ça veut dire que l'inconnu de l'équation, c'est un réel. C'est vraiment un réel, l'inconnu ici, c'est X. Donc, ce qui est inconnu dans tout ceci, c'est X. Car la matrice A, elle est bien connue. On a donné la matrice A au début de l'exercice. Donc, la matrice A, elle est bien connue. Donc, la matrice A, elle est égale à quoi? La matrice I, c'est la matrice identitaire. Donc, on sait c'est quoi la matrice I. Donc, le I, donc I, j'ai fait de notation. Donc, le I2, j'ai noté I2 ici. I, donc, c'est la même chose. Donc, I2, c'est, ce que je veux dire par I2, c'est la matrice I. C'est la matrice identitaire. Donc, c'est la matrice élément neutre de la loi multiplication des matrices carrées d'ordre 2. Donc, il y a en diagonale des 1 et des 0 partout. Donc, essayez de faire cette question, cet exercice, donc cet exemple, donc n'est pas difficile. Donc, je pense que je vais vous faire la correction de cet exercice hein, par la suite. Donc, essayez de penser à faire cet exercice. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo et faire l'exercice et revenez par suite à la réponse. Donc, juste, je vous dis que la réponse, c'est 2 sur 5. Donc, le résultat que vous devez trouver pour cette question-là, c'est 2 sur 5. Donc, je vais vous écrire la solution de cette matrice, de cette équation. Donc, la solution, c'est quoi? C'est, mon solution, c'est S égale le singleton 2 sur 5. 2 sur 5.
Donc si vous avez trouvé 2 sur 5, c'est très bien, donc ça, vous avez bien fait. Sinon, refaites vos calculs et pour trouver cette solution-là.